les trois intervenants de ce soir. En haut, nous avons Antoine Hello. Et puis en bas, à ma droite sur l'écran, Pierre Morisot. Donc en haut, nous avons Ledger. Et puis Pierre qui va s'occuper, il va parler de fiscalité. Vous allez voir, la fiscalité, ça peut paraître très complexe comme beaucoup de sujets, mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'évertuent à rendre tout cela un peu simple. Puis comme je ne suis pas sûr que vous ayez tous des questions, j'en ai préparé une liste. Notamment, messieurs, je vous avertis, nous allons vous questionner sur le stacking, sur le lending, sur les pools, avec chacun la partie sécurité et la partie fiscalité, parce que quand on regarde le Code général des impôts et qu'on met crypto-monnaie en face, eh ben, c'est pas simple de répondre. C'est pas simple de répondre, n'est-ce pas, Pierre? Non, et en effet, ça a aussi pas mal changé les dernières années. Donc, Voilà. Et puis Antoine nous parlera un petit peu de sécurité, qui est un point important. Les Turcs récemment ont eu un réveil difficile avec Erdogan qui interdit le Bitcoin, mais en même temps, des gens qui se sont retrouvés sans leur compte, qui se sont réveillés sans leur compte en Turquie. Hein. C'est ça, Antoine, c'est ce qui s'est passé. Oui, récemment, c'est une plateforme d'échange turque où il me semble que l'un des fondateurs a disparu avec la caisse. Bon, voilà. Donc vous allez voir comment on va éviter ce genre de déconvenus, puisque à nouveau placement, eh bien, nous avons des nouveaux risques. Et donc voilà, il est 18h17. 18h17, nous allons donc commencer ce webinaire. Julien, qui est aux manettes et aux commandes, que l'on ne voit pas, bonsoir aux derniers arrivés, va nous passer la première diapo, puisque dans l'ordre, on va commencer par le sujet qui passionne tout le monde. Je sais que vous l'attendez avec impatience, la fiscalité. C'est super. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invite. Le but, c'est de vous présenter assez brièvement les grandes lignes du régime fiscal, les modalités de calcul, de déclaration quand un contribuable, donc un particulier, contribuable français hein, évidemment, détient des actifs numériques et quelles sont les complexités associées. Donc, si on va sur le prochain slide, on voit en fait concrètement en France, il y a deux obligations fiscales associées aux actifs numériques. Donc, ce que j'entends par actifs numériques, pour simplifier, c'est associé aux crypto-monnaies. La première, c'est en fait de calculer et déclarer ses plus-values. Donc, le régime fiscal est associé ce qui est plus-value. Donc, les plus-values, c'est la différence évidemment entre un prix d'achat et un prix de vente. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Et la deuxième obligation, alors là dans les bullet points c'est inversé, mais la deuxième obligation c'est informer l'administration fiscale quand on détient des avoirs sur des comptes étrangers. Très souvent, les plateformes d'échange, donc les intermédiaires, un peu comme les brokers ou les banques, sont situés dans des juridictions en dehors de la France. Il y en a évidemment aussi en France, mais comme classique, comme quand on détient un compte bancaire à l'étranger, il faut informer l'administration fiscale et donc renseigner un formulaire, juste donner l'adresse, le lieu et le type de compte qu'on détient. Donc, c'est vraiment les deux obligations pour un particulier qui détient des crypto-monnaies. À partir de là, on va se dire, OK, mais qu'est-ce que concrètement, à partir de quel moment on doit se dire, on doit calculer ou déclarer la plus-value. Et donc, en fait, il y a deux choses qui sont donc des faits générateurs de l'impôt, donc ce qui permettent de se dire, c'est à ce moment-là qu'on a l'obligation de calculer les plus-values. C'est le premier point, c'est lorsqu'on utilise une crypto-monnaie pour payer, c'est-à-dire acheter un bien et service réel, c'est-à-dire acheter son ledger, acheter une prestation d'avocat, acheter une voiture ou autre. Et le deuxième chose, c'est convertir une crypto-monnaie contre donc une fiat, une devise monétaire d'État, de l'euro ou du dollar. Donc voilà, à partir ce sont les deux faits générateurs de l'impôt. Et donc, okay, on va se dire, mais ok, concrètement, comment donc c'est un régime, ça c'est l'issue d'un régime fiscal donc mis en place le 1er janvier 2019 avec la loi de finances de 2019 qui a cette particularité de ce qui est assez novateur pour le coup de neutraliser les échanges entre crypto-monnaies, c'est-à-dire que comme on l'a vu, juste la conversion contre une devise monétaire d'État ou donc l'achat d'un bien et service, ça, à partir de ce moment-là, on est obligé de calculer, déclarer les plus-values. Donc, ce qu'on a vu, enfin ce qu'on voit avec la particularité de ce régime, c'est que même si on a
seulement donc ces opérations qui sont imposables, on est obligé de suivre l'intégralité de son portefeuille, c'est-à-dire plus que d'un point de vue très pratique, c'est de suivre toutes les transactions depuis la toute première, même les transactions donc entre crypto-monnaies, entre actifs numériques, même les transactions qui sont stockées sur des plateformes sécurisées, donc type un ledger, donc l'intégralité de ces mouvements. C'est exactement comme si on faisait la comptabilité d'une entreprise. On doit reprendre chacun des mouvements un par un et pour être capable de les valoriser et de les suivre correctement. Donc ça, c'est le premier, on va dire, impact lié aux obligations de calcul, enfin aux conséquences. Donc concrètement, quel type d'informations on a besoin pour calculer et déclarer ces plus-values. Le premier point, ça veut dire on va être capable d'aller chercher, on doit, surtout en cas de wallet, donc de portefeuille de stockage sécurisé, aller directement chercher les informations sur la blockchain. Deuxième chose, il faut aller récupérer les informations donc, auprès des plateformes d'échange. Ces plateformes d'échange sont ces banques, ces brokers, ces intermédiaires qui permettent d'échanger une crypto-monnaie contre une autre ou une crypto-monnaie contre une fiat. Et enfin, troisième point, on doit être capable, comme on a des opérations régulièrement des opérations entre crypto-monnaies, il faut évidemment les valoriser en euros. On ne va pas pouvoir calculer ou faire sa comptabilité en Bitcoin ou en Ethereum. Et donc, il faut aussi être capable de récupérer ces données de prix, donc d'équivalent et crypto-monnaie et euros. Donc, voilà les sources d'informations dont on a besoin. Et donc, concrètement, pour donner quelques grands chiffres donc, sur la complexité qui est associée, donc, je réalise que je ne me suis pas très brièvement présenté, mais je pourrais le faire après. Mais notre logiciel fiscal donc, de crypto-monnaie on a plus de 70% et qui en fait lisent des opérations qu'on dit complexes, donc c'est-à-dire qui sortent des cadres et je pense qu'on y a des cadres en fait d'achat et de vente classiques de crypto-monnaie et on y reviendra quand on parlait du stacking, du mining, des airdrops ou des forks. Et en fait, et aussi d'ailleurs quand on parlait de prix, comme certaines opérations sont des opérations entre crypto-monnaies, et en fait on a remarqué que nous dans notre logiciel 85% de ces opérations avaient besoin de récupérer une donnée prix. Concrètement, dès qu'il y en a quelques opérations, ça devient très difficilement traçable sans l'aide d'une solution automatisée. Donc voilà brièvement les enjeux. Je veux bien qu'on aille juste au prochain slide, mais pour moi, c'était les principales informations que je voulais vous donner. Voilà, donc en synthèse, et donc peut-être et aussi, en même temps sur le sujet purement fiscal et on va dire très pratique, et donc après avec grand plaisir pour échanger et donner plus de détails sur des questions, mais on a un nouveau régime fiscal qui est spécifique aux crypto-monnaies donc depuis le 1er janvier 2019. Deuxième point, à partir de là, les opérations crypto ont été neutralisées. L'actif numérique est maintenant défini dans le droit français. Donc est repris dans le code général des impôts. Et donc pour aller plus loin, nous on a sur notre site un livre blanc qui permet et un guide fiscal qui a été aujourd'hui lu par plus de 20 000 Français et qui permet de comprendre les grandes directives, la mise en pratique en fait du calcul et de la déclaration des plus-values. Donc c'est plus à titre gratuit, si vous êtes intéressé, vous pouvez le récupérer sur notre site. Voilà pour une brève présentation. Pierre Morisot, en tout cas, ouais. Moi je l'ai connu dans un Bordeaux FinTech. Il était intervenu d'abord pour parler dans le concours de pitch de sa startup. Maintenant, c'est une référence, c'est la référence en tout cas des outils pour les particuliers, parce que tout le monde ne peut pas se payer un avocat pour aller faire une déclaration. Et donc, il faut retenir une chose, c'est qu'il y a une certaine complexité sur ces nouveaux environnements. Julien, quand vous voulez pour aller passer à ma présentation, cette complexité, en fait, on ne la voit pas toujours, on n'est pas toujours conscient de cette complexité parce que tant qu'on n'a pas investi, on ne voit pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, j'ai commencé la crypto avec Revolut. Certains d'entre vous peuvent me demander un petit lien de promotion pour aller ouvrir un compte Revolut. Revolut, c'est une manière extrêmement simple d'aller acheter quelques cryptos. On commence par acheter des cryptos, puis on voit que ça monte et on se dit, tiens, pour peu qu'on ait eu, on les a achetés il y a un an, la prudence aurait voulu qu'on commence à céder un petit peu chaque fois qu'on atteint un certain point. C'est-à-dire
on commence par faire plus 30%, plus 40%, on se dit tiens, bah, je vais retirer un petit peu, puis ça continue. Alors comme ça continue, on en retire un petit peu. Et ce que vient de dire Pierre, c'est que quand on va partir de la crypto et qu'on va la transformer dans une monnaie qui est appelée fiat, dans le monde crypto, c'est-à-dire un euro, un dollar ou ainsi de suite, hop, c'est un élément qui va être le déclencheur, qui est le facteur d'imposition. Donc, très vite, on commence par rentrer et on nous dit, tiens, mettez un peu d'argent, mais aussi rajoutez-en tous les mois, parce que c'est une manière intelligente de rentrer. Donc, j'imagine, je rentre au mois de février 2020, puis tous les mois à partir de mars, avril, mai, juin, mais en même temps, en mai, j'en ai ressorti un petit peu de plus-value. Et puis en juin, j'en ai sorti un petit peu de plus-value. Puis en septembre, j'ai ressorti un petit peu de plus-value. Donc en fin d'année, moi j'ai fait ma sortie, j'ai fait mon extraction de portefeuille. Et bien déjà, rien que sur une crypto dans Revolut, je me retrouve avec 22 mouvements en entrée, entre entrée et sortie. Puis j'ai Ethereum, où j'ai 14 mouvements. Donc, je me retrouve déjà avec 36 mouvements sur lesquels il va falloir que je travaille cette question-là. Bon. Et puis après, j'ai ouvert un exchange. Et donc, sur l'exchange, j'ai pu mettre en place d'autres stratégies. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, en même temps qu'on parlait sécurité après, qu'on parle de fiscalité avant, en vous donnant une solution simple sur laquelle on peut se plugger. N'hésitez pas à poser vos questions, soit sur l'utilitaire, soit par SMS que vous m'envoyez. Donc, comment arbitrer les plus-values? C'est une question qu'on s'est tous posée quand on a eu la chance d'avoir des plus-values arbitrées, quel que soit le support que l'on ait pris. Sauf que vous avez pu remarquer qu'on a beaucoup de volatilité sur le monde des cryptos, donc on se retrouve très vite avec des plus-values. Quand Rothschild arbitrait à 7%, comprenez que certaines fois, on serait obligé d'arbitrer 2 fois dans la journée. Donc là, sur les cryptos, on se met à arbitrer. Cette question d'arbitrer ces plus-values, elle arrive plus vite que prévu. Et donc là, aujourd'hui, si vous allez effectivement sur Revolut, vous pouvez sortir votre crypto pour aller la mettre soit sur une autre crypto, mais elles sont toujours des cryptos qui bougent, qui montent et qui descendent, soit vous allez sur une plateforme, comme on en a parlé de quelques-unes tout à l'heure. Hein. Pierre, tu as parlé de Kraken, mais on peut parler de Coinbase, qui s'est introduit en bourse il y a 15 jours. On peut parler de Bitpanda, on peut parler de Binance, dont on a parlé le dernier webinaire. Enfin, un exchange, c'est un endroit où on va acheter ou échanger des crypto-monnaies entre elles. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des stablecoins. Hein, c'est un mot qui n'est pas du tout français. Qu'est-ce qu'un stablecoin? Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui suit une monnaie fiat, c'est-à-dire qui suit le dollar. Par exemple, si vous voyez une monnaie, si vous voulez un coin, un jeton qui s'appelle USDT, eh bien USDT, je dis pas de bêtises, hein, c'est sur la chaîne Ethereum, on est sur Ethereum pour le USDT, c'est ça de mémoire. Hein. Antoine, tu dis non, c'est pas, je dis pas de conneries là. Ouais, c'est bien. C'est pour ça que je suis bien encadré pour éviter de dire des conneries. Donc USDT, c'est sur la chaîne Ethereum et c'est un stablecoin qui suit le cours du dollar. Donc ça veut dire que, imaginons que j'ai fait une grosse plus-value sur Bitcoin et il y a 15 jours, je me dis, bon, suite à l'introduction et tout le buzz sur l'introduction de Coinbase, je vais prendre une partie de mes plus-values, eh bien je vais les mettre sur des stablecoins. Et le mettre sur les stablecoins, je vais d'une crypto à une crypto. Et là, je ne déclenche pas la fiscalité. On est d'accord, Pierre? Hein, si je vais puisque je vais d'un Bitcoin crypto vers une stablecoin qui est crypto aussi, et je ne déclenche pas la plus-value. Donc, en fait, je reste dans en quelque sorte, mon PEA, comme mon PEA, quand je sortais d'une action Air Liquide où j'avais fait de la plus-value, 30% de plus-value, je sortais, je le mettais en liquidité, ben c'est exactement pareil. Je reste dans mon enveloppe qui s'appelle crypto et non plus PEA. Deuxième élément, est-ce qu'avec des cryptos, je peux obtenir du revenu? Alors, c'est une question que certains n'imaginent même pas poser. Et je vais vous dire honnêtement, il y a quelques mois, moi, je ne me la posais pas non plus. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a différentes stratégies pour obtenir des revenus. Alors, il y en a qui s'appellent du stacking, donc du lending, donc du pool, des choses comme ça. Alors, il est évident qu'on est sur des termes qui ne sont pas forcément super français. Ce soir, on ne va pas rentrer, ça sera l'objet du webinaire 3, où on rentrera dans les stratégies de qu'est-ce que c'est que le lending, qu'est-ce que c'est que le stacking, quels que sont les pools, ainsi de suite. On ne va pas y rentrer. Mais retenez une chose, c'est que je vais, grâce à ma crypto-monnaie, soit la détenir de manière chaude. Et à ce moment-là, si elle est détenue chaude, si elle est détenue dans un exchange, eh bien, ça ne sert à rien de la détenir sans qu'elle fasse rien du tout. Ou alors je vais la détenir de manière froide.
on va en parler tout à l'heure, enfin tout de suite avec Antoine sur les manières froides, mais quand je les ai qui sont détenus de manière entre guillemets chaude, eh bien je vais pouvoir essayer d'avoir un rendement. Pourquoi un rendement? Parce que je vais permettre à quelqu'un de s'en servir. Juste, Julien, on va passer à la diapo d'avant, d'après, pardon, excusez-moi. Donc, nouveaux produits, nouveaux environnements, bien, il y aura des précautions à prendre. Et là, par rapport à ces nouveaux produits, ces nouveaux environnements, c'est Antoine qui va prendre la main parce que je pense que il y a quand même quelques petites réflexes à adopter pour éviter de se réveiller comme les Turcs il y a 10 jours. Effectivement, merci beaucoup pour la transition, c'est super. Donc, pour me présenter brièvement, je suis Antoine, je suis directeur des ventes pour l'Europe de l'Ouest chez Ledger Enterprise Solutions, donc beaucoup d'anglicismes chez nous aussi. On est une entreprise française, Ledger, bien connue des utilisateurs crypto parce que on a le produit le plus vendu dans le monde pour sécuriser les cryptos et pour devenir sa propre banque. Donc là, c'est un ancien modèle, c'est un Ledger Blue. J'ai pas le Ledger Nano sous la main, mais voilà. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Juste avant, il faut revenir parce qu'en bas, il y a un truc qui est génial dans la diapo d'avant. Vous avez pu remarquer les villes où est présent Ledger. Et après Paris, entre Paris et Londres, vous pouvez remarquer quand même qu'il y a Vierzon. Voilà, c'est tout le génie français d'être présent à Vierzon en même temps qu'on est présent à Zurich et à Paris et à Londres. Excuse-moi, Antoine. Non, mais c'est très bien de le mentionner. C'est effectivement la plupart de nos appareils sont faits en France, en fait, à Vierzon. Donc c'est une grosse différence. Chez Ledger, c'est vraiment un gros moteur chez nous, l'équipe de Vierzon. Et donc, il s'occupe de tous les produits retail et aussi de la logistique. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est passé cette année chez DHL France, on est passé le premier exportateur de produits vers les États-Unis. Et donc, tout ça part de Vierzon. Voilà. Bien. Donc, voilà, donc comme tu le disais, Louis, effectivement, là, en ce moment, les actifs numériques, beaucoup d'intérêt, la valeur grandit, le nombre de possesseurs de crypto-monnaies dans le monde grandit aussi. Là, j'avais mis un petit graphique pour montrer que la France, on est sur une adoption, en 2020 à 6%, ça a sûrement augmenté avec la croissance exponentielle des derniers mois. C'est pas si mal en fait quand on regarde par rapport à l'Allemagne ou d'autres pays équivalents, les États-Unis, c'est juste qu'en termes de volume, effectivement, c'est peut-être pas si grand. Les premiers, ça va être les premiers utilisateurs aujourd'hui vont plutôt être des personnes qui n'ont pas de monnaie stable, donc d'où l'intérêt des stablecoins, par exemple, pour des personnes qui vivent au Nigeria ou au Vietnam et qui doivent sécuriser leur épargne. À droite, je voulais parler des prédictions parce que c'est intéressant en fait. Le monde bancaire aujourd'hui voit un avenir plutôt prospère aux crypto-monnaies et donc les prix qui sont affichés là sont les prédictions du prix du Bitcoin pour 2021, le long terme avec JP Morgan et enfin Bloomberg qui lui d'ici 2022 voit encore quasiment un triplement de la valeur du Bitcoin. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Donc, comme tu l'as dit, actifs financiers traditionnels ont maîtrisé jusqu'à l'apparition du Bitcoin qui a amené de nouveaux risques opérationnels. En fait, la nature même des crypto-monnaies est vraiment différente des actifs financiers traditionnels. Déjà parce que cela suggère donc un management de la clé privée. Donc la clé privée, je vais y revenir, mais c'est ce qui permet de déterminer à qui appartiennent les actifs. Et ça va rester sous forme numérique. Les transactions sur la blockchain sont irrévocables, donc un gros risque, entre guillemets, c'est l'erreur humaine là-dessus. Et ça, il y a des méthodes pour s'en prémunir. Mais enfin, l'ouverture du réseau, donc ça, c'est la transparence. Il est assez fréquent de croire que Bitcoin, par exemple, est une blockchain totalement opaque. Pourtant, en fait, le but de la blockchain, c'est de rendre transparent tout un ensemble d'informations et de transactions. Donc, certaines informations peuvent être lisibles si bien ou mal orchestrées en fonction des objectifs. Voilà, donc les menaces, on en a parlé brièvement.
Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc la plupart des fraudes viennent en fait, enfin, la plupart des menaces, pardon, viennent des fraudes, des scams et des insiders. Donc, on parlait de l'exemple d'une plateforme d'échange turque dont, dont le fondateur a disparu du jour au lendemain avec la caisse. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire des crypto-monnaies. C'est toujours un risque qui est sous-jacent. En fait, quand on délègue ou quand on laisse ces crypto-monnaies sur un compte crypto, euh, il y a un risque en fait puisqu'on ne maîtrise pas l'infrastructure qui sécurise les actifs. On fait confiance aux fournisseurs de services et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Les hacks externes au final sont relativement faibles. Voilà. D'accord. Par contre, peut-être une petite question, puisque ça s'est déjà arrivé. On a vu au moment de Coinbase, l'introduction de Coinbase, on a vu des gens qui essaient de refiler, de réécouler des cryptos volés auparavant je ne me rappelle plus. Il a essayé d'écouler ça sur Reddit. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. En tout cas, on a vu des cryptos volés qui sont réapparus lors du listing de Coinbase. Il faut savoir, quand ils sont volés, a priori, on est capable de savoir d'où ils venaient, non? Je dis pas de bêtises là. Oui, effectivement, en fait, il y a tout un ensemble de services aujourd'hui, comme Chain Analysis, Elliptic et d'autres services comme ça qui permettent de retracer l'origine des crypto-monnaies. D'où ce que je vous mentionnais sur la nature des cryptoactifs, où l'ouverture, enfin le réseau est ouvert et lisible selon certaines conditions. Et donc, au final, il faut vraiment en rentrant dans ce sujet, il faut vraiment garder à l'esprit que quand un gouvernement dit que les crypto-monnaies, par exemple, sont l'outil des terroristes et autres, c'est prouvé depuis maintenant quelques temps, puisque les outils sont là, que, au contraire, l'utilisation des crypto-monnaies va faciliter l'appréhension du fraudeur parce que c'est lisible, en fait. Certaines blockchains sont publiques et lisibles. Donc, ça facilite voilà, la confiscation ou l'arrestation des malfaiteurs. Voilà. Donc, pour parler brièvement des différents types de risques, il va y avoir les risques physiques. En fait, c'est vraiment lié un peu comme si vous essayez de garder des lingots chez vous, vous allez avoir certains risques aussi physiques, donc kidnapping, des insiders malicieux. Donc ça peut être des membres de la famille, des membres Là, c'est plutôt dans le cas des plateformes d'échange dont on parlait, où vous laissez vos cryptos sur une plateforme d'échange et l'entreprise disparaît. Le risque tiers, c'est pareil, c'est à qui on fait confiance en fait quand on transfère des actifs. Les banques ont des procédures réglementaires très fortes pour savoir d'où vient l'argent, etc., qui sont les clients. Dans le monde de la crypto, il y a eu un temps de latence là-dessus et ça se régularise aussi maintenant. Le phishing, donc c'est vraiment là, votre ordinateur, vous êtes compromis, vous avez un virus, par exemple, qui vous montre autre chose que ce que vous êtes en train de réaliser sur votre ordinateur et quelqu'un vous vole vos cryptos. Les erreurs manuelles, ça c'est le risque avec l'irrévocabilité des transactions. Si on fait une erreur en envoyant une nouvelle adresse, c'est très difficile, voire impossible de recouvrir les fonds. Il y a seulement quelques cas particuliers qui le permettent. Et enfin, la perte des clés privées. Donc ça, les clés privées, c'est vraiment ce qui est très important dans la gestion des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut passer? Voilà. Pour ces clés privées, en fait, il va y avoir trois méthodes pour les conserver. Donc, soit la conservation individuelle, c'était l'expertise de Ledger, ça l'est toujours, mais c'est vraiment le moteur de Ledger. Donc ça va être des portefeuilles électroniques grand public qui vont allier des technologies donc matérielles comme la carte à puce et logicielles avec des systèmes d'opération customisés et améliorés pour les applications blockchain. La conservation institutionnelle, donc aujourd'hui, dans de plus en plus de pays, on voit des banques ou d'autres tiers de confiance proposer des services de dépôt et de conservation des cryptoactifs. Et la conservation par un tiers,
Oui, non, pardon, c'est ça. Pardon, la conservation de part entière, c'est le cas où les banques récupèrent les actifs. Et la conservation institutionnelle, par exemple, c'est ce pourquoi je travaille. En fait, c'est Ledger Enterprise Solution, où on fournit une solution à grande échelle pour les entreprises qui veulent garder leur trésorerie et être leur propre banque également. Voilà. Donc, le gros enjeu dont je parle depuis tout à l'heure, la clé privée, elle s'intègre en fait sur des éléments clés de la technologie qui sont la cryptographie. Qui est la cryptographie? Il faut une clé publique pour en fait communiquer avec l'ensemble du réseau et être en mesure de récupérer des crypto-monnaies. La clé privée, elle, est celle qui vous permet de réclamer sur le réseau la possession des actifs. Donc, c'est vraiment celle-là qu'il faut sécuriser à tout prix. Et la seed, ça, c'est dans le cas, en fait, si vous perdez, en fait, votre clé privée ou votre appareil qui vous permet de sécuriser, vous avez toujours une sorte de clé d'ultime recours. Pareil, il faut la sécuriser au même titre que la clé privée. Mais celle-là, en théorie, vous pouvez la garder bien cachée dans un coffre-fort de banque ou même dans un endroit très sûr. Et c'est non connecté, donc c'est difficilement hackable, entre guillemets. Voilà. Et pour conclure, donc aujourd'hui, il y a 3 gros sujets sur la conservation d'actifs. C'est déjà dépasser le Bitcoin, c'est-à-dire que de nouveaux tokens, enfin, il y a beaucoup de blockchains qui existent depuis maintenant des années, mais par exemple, la finance décentralisée, ça a vu son essor l'année dernière, ça continue. La sécurisation de ce type de protocole, de ce type de comportement réclame de nouveaux efforts. La régulation, c'est aussi en progrès, donc ça, c'est voir en fait comment se positionne la conservation d'actifs. Est-ce qu'on va être nos propres banques? Comment ça va être régulé? Comment on peut déclarer en fait la possession des actifs et la gestion? Et les exigences opérationnelles plus élevées. Donc ça, c'est éviter de compromettre la sécurité tout en permettant à des individus de faire plus d'opérations dans plus de situations, à des organisations de prendre le contrôle sereinement aussi de ce type d'actifs qui est et qui reste une révolution en fait dans la finance. Voilà, donc 4 choses à regarder si vous devez sécuriser vos cryptos. Une solution à l'épreuve du temps, une sécurité de bout en bout, de la gouvernance. Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre de bien régler vos comptes, vos clés privées, comment les garder, et aussi vérifier en fait la continuité d'activité, quelles sont les procédures et les garanties sur la continuité d'activité des services que vous utilisez. Parce que, encore une fois, l'exemple de l'échange turc la semaine dernière nous le montre. Une fois que l'activité de votre fournisseur de services est finie, vers qui vous pouvez vous tourner, surtout si vous utilisez des services internationaux. Bon, alors maintenant que nous avons vu, fait un tour d'horizon, il y a des questions, il y a différentes questions il y en a une ou deux qui ont été posées par Jean, qui est souvent un poseur de questions. Moi, j'en ai d'abord une première pour Pierre. Donc, Pierre, on a dit que le fait générateur de l'impôt, c'est quand j'ai mes cryptos et que j'achète. Alors, dans l'auditoire, personne n'achète un crypto, hein, je te rassure. Donc, ce cas-là, on le sort. Dans l'auditoire, par contre, on peut avoir des gens qui ont des crypto-monnaies et qui vont prendre une plus-value ou qui vont suivre nos conseils et peut-être aller sur un stablecoin. Aujourd'hui, ils peuvent prendre une plus-value. Donc, le fait générateur de l'impôt, c'est quand je sors d'un actif cryptographique. Jusque-là, on a bien compris. Maintenant, imaginons que je fasse du stacking, ou enfin que j'utilise un des produits de la finance décentralisée et que j'ai des intérêts, c'est-à-dire des intérêts, enfin un revenu, un rendement. Enfin, en tout cas, que mes cryptos, par exemple, me donnent accès à un rendement en crypto, du Bitcoin en Bitcoin, du BNB en BNB ou autre chose.
qu'est-ce que je dois faire si jamais j'ai eu ce rendement en 2020? Est-ce qu'il faut que ça, je le déclare aussi, ce rendement, il est imposable? Alors, ça va dépendre de la qualification et du type du rendement. Le rendement le plus connu, donc le stacking, et dans ce cas-là, enfin, pour être assez puriste, le régime fiscal à l'origine est défini comme un rendement d'une activité et donc la perception d'un revenu et donc requiert de déclarer en bénéfices non commerciaux ces revenus. Nous, on pense que c'est pas la bonne façon de l'appliquer et d'une façon, et même c'est très complexe d'un point de vue enfin de le mettre en place. Donc d'un point de vue très pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on ajoute en fait ces rendements, donc ces revenus, la réception, on va dire, de ces revenus, on les intègre à la valeur totale du portefeuille. Donc ça fait grossir en fait le patrimoine d'actifs numériques. Et donc comme la plus-value, alors on ne peut pas rentrer dans les détails techniques, mais la plus-value en fait elle est valorisée. Elle est dépendante de la valeur totale du portefeuille au moment des ventes. Ben ça vient, enfin, ça va rentrer et ça va être pris en compte et intégré dans le calcul de plus-value. Donc, en quelque sorte, imaginons que j'ai pour 3 000 euros de crypto-monnaie et que cette année, j'ai eu un stacking qui m'a rapporté 12%, ce qui est cohérent en fait, ça n'a rien Ouais. d'extraordinaire. On en a trouvé pas mal en 2020 qui donnait ça. Oui, c'est pas mal, hein, 12% de rendement, hein. Et il y a mieux encore. Mais donc, du coup, en fait, on va le traiter fiscalement comme en disant, bah, si j'avais 3 000, ces 12% m'ont donné 360, l'équivalent de 360 euros supplémentaires. Et donc, quand je vais sortir par rapport à une valorisation de mon portefeuille qui est plus élevée. Ouais, exactement. Si le cours ne s'est pas envolé, enfin, les cours des 3000 n'a pas évolué, mais exactement, c'est ça. Ça va ajouter, on va dire, à la plus-value et des gains. Exactement. Donc, ça veut dire que la perception de ce revenu, la réception, donc ces 360 euros qui en fait se fait souvent soit quotidiennement, soit tous les mois, ne constituera pas un fait générateur de l'impôt. Non, en fait, nous, c'est la façon dont on l'interprète et ce que font la grande majorité maintenant des Français. Mais on demande d'ailleurs à préciser à l'administration fiscale de se positionner là-dessus parce que D'accord. c'est Donc, on va pas dire écrit que noir sur blanc. pour faire simple et puisque certains d'entre nous connaissent bien le fonctionnement du PEA, en fait, tout ce qui se passe dans la crypto, eh bien, ça ne déclenche pas l'impôt. Par contre, dès qu'on sort de la crypto, à ce moment-là, c'est là qu'on déclenche l'impôt, hein. C'est ça l'analogie. C'est exactement ça, sachant que, alors, il faut quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est assez important, mais c'est conserver l'historique de ces mouvements et de ces flux et qu'il faut les tracer. Alors, donc, il faut un petit peu voir comme si on faisait la comptabilité d'une petite entreprise. Être capable d'avoir l'intégralité de ces mouvements, c'est crucial et c'est important d'enregistrer correctement chacun des différents types de différents mouvements. Donc, c'est pas parce qu'on ne On va reste que dans revenir ce à, monde. Ouais, d'accord. on va revenir là-dessus, Pierre. On va revenir après sur ce détail-là. Je vais donner un peu la parole à Antoine. Bien sûr. Antoine, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens, X% des gens de tel pays utilisaient les cryptos. Ça a fait réagir Jean et qui me dit, Jean, on dit, bon, est-ce que tant de personnes au Niger, ça veut dire quoi utilise? Ça veut dire quoi c'est une petite question parce qu'après j'en ai une autre plus technique, hein. Mais ça veut dire quoi utilise dans ce sondage? Tu le sais ou c'est quoi les gens qui possèdent, qui quoi? Ouais, c'est qui possèdent, c'est qui ont au moins acheté une fois dans l'année des crypto-monnaies. Donc là, D'accord. c'était du Bitcoin, je crois. Ok. Donc Antoine, tu nous as montré un objet tout à l'heure, un objet qui, à la vitesse où évoluent les choses, ça va. C'est quoi? C'est parce que moi j'ai parlé tout à l'heure de stockage chaud et stockage froid. Est-ce qu'avec ton objet que tu nous as montré et les deux expressions que je viens d'utiliser, est-ce que tu peux là-dessus dérouler pendant 2 minutes pour éclairer notre lanterne? Bien sûr. Donc en fait, l'un des principes, on va dire, de base dans la cybersécurité pour les crypto-monnaies, c'est le concept de stockage à froid ou à chaud. Ce qu'on entend par là, c'est quand c'est à chaud, c'est que enfin, l'élément de stockage est connecté à Internet. Celui à froid est donc déconnecté. Donc là, par exemple, mon appareil Ledger,
il n'est pas connecté à mon ordinateur, il n'est pas connecté à Internet, donc j'ai déjà beaucoup moins de risques que si j'utilisais un portefeuille en ligne, puisqu'il y a, il y a des applications aujourd'hui sur smartphone ou juste sur navigateur web qui vous permettent de sécuriser ou en tout cas de créer un portefeuille de crypto-monnaie. En fait, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on dit, la sauce secrète de Ledger, c'est d'avoir su combiner une solution matérielle qui utilise une technologie éprouvée en fait pour sécuriser des informations sensibles, la carte à puce, avec un ensemble d'outils logiciels et d'autres composants matériels pour créer vraiment une solution la plus sécurisée possible, mais tout en gardant un haut niveau de flexibilité puisqu'on peut la connecter et interagir sur des applications de manière simple, sécurisée, transparente. On peut aussi se connecter sur des services comme Waltio avec l'export des transactions. Bref, c'est vraiment le bon compromis entre sécurité et enfin, comment dire, facilité d'utilisation, je dirais. Donc voilà, c'est un peu. Oui. Oui, 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 bah, c'est donc en fait, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y a mince, Jean, remets-moi ta question, je l'ai effacée par erreur. Donc, si j'ai bien compris, on a la question du stockage à froid qui va être le fait qu'on n'est pas relié au web. Donc, il ferait qu'effectivement un hacker avoir plus de mal à échoper les infos plutôt qu'un stockage chaud. Garde, Antoine, en mémoire une question qui sera à partir du moment où je fais du stacking enfin, à partir du moment où, par exemple, je travaille sur Binance et que je fais du stacking sur Binance, est-ce que je peux sécuriser? Tu réponds pas tout de suite. Dans quelle mesure je peux sécuriser? Tu gardes ça pour tout à l'heure. Antoine a un peu dévoilé ce qu'on voulait aborder ensuite et ce que Pierre allait dire tout à l'heure, juste avant que j'en donne la permission. On a parlé d'échange de données, d'API et de choses comme ça. En fait, pour que ça soit simple, vu qu'il y a beaucoup de données, autant automatiser tout ça. Pierre, parle-nous de l'automatisation du système Waltio. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la loi DSP2, donc une loi bancaire une directive qui contraint les organismes bancaires à mettre en place des systèmes pour synchroniser et pour échanger de façon automatique l'information. Il existait, il était mis en place dans le monde de crypto-monnaie bien avant. L'idée, c'est qu'en fait, le télécharger un fichier et le déposer, c'est un petit peu fastidieux, c'est chronophage, c'est long. Et donc, à partir de là, on peut connecter deux systèmes, ouais, c'est ça, c'est deux systèmes, et leur permettre de pouvoir échanger de l'information. Et une des façons, enfin, pour Waltio, nous en tant que logiciel fiscal, on va se connecter comme sur les plateformes pour aller récupérer de façon continue, de façon un peu plus structurée via un dépôt de fichiers, toutes les données et donc tout l'historique de transactions, de l'intégralité des mouvements, un petit peu comme quand c'est plus sécurisé, mais comme un banking, un Linkso dans le monde financier traditionnel. Donc voilà comment fonctionne enfin, le système d'API pour récupérer de l'information pour les logiciels réglementaires ou fiscaux comme le nôtre. D'accord. Donc en fait, vous pluguez sur. Par exemple, si je prends j'ai pris l'exemple de Binance, je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, comme ça. Vous vous pluguez sur Binance aujourd'hui? Exactement. Donc l'avantage de se plugger, c'est qu'on va récupérer toutes les données, tous les produits dérivés qui sont associés, les différents types de revenus, donc les effets de levier, donc dans les produits dérivés, tous les produits qui sont très spécifiques aux crypto-monnaies, et c'est un univers qui est tellement bouillant et vivant qu'aujourd'hui, les services se développent quasiment, enfin, d'un trimestre à l'autre, il y a des nouveaux services. Donc, pour le coup, c'est vraiment pertinent de se récupérer par API et c'est plus facile comme ça, on a tout d'un coup et c'est continu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une logique long terme et nous, ça nous permet aussi d'avoir d'autres fonctionnalités comme Donc en instantanées. fait, ce qu'on appelle l'API, hein, pour traduire, c'est simplement, ce sont des protocoles automatiques, hein, informatiques et automatisés qui permet à partir du moment où on connecte on fait parler le même langage deux intervenants et comme ça ils peuvent s'échanger des flux de manière totalement sécurisée. Vos données anonymisées sont transférées et à ce moment-là elles peuvent être analysées et donc comme elles sont cryptées, ça évite que
on puisse savoir qu'est-ce que vous faites avec. Et du coup, ça permet après d'aller faire un certain nombre de services. Alors, du coup, Antoine, je t'ai laissé réfléchir sur une question pendant 2-3 minutes. Qu'est-ce que t'en dis alors de tout ça? Je suis désolé, je suis un peu sur Binance, mais bon, je sais pas pourquoi, il y a comme ça, trop pile. Non. Ben, écoute, c'est très bien. Je me rends compte que j'ai peut-être pas assez appuyé sur un point, par exemple sur sur le stockage à froid et stockage à chaud. En fait, bon, j'ai appuyé pendant la présentation. Ce qu'il faut protéger, c'est la clé privée, parce que c'est là où vous avez en anglais, l'ownership, vous avez la preuve que vous possédez les actifs. Dans le cas du staking ou si on part sur le staking, c'est possible de faire travailler des cryptos sur des solutions comme les Ledger Nano, puisque vous déléguez. Donc le staking, c'est quelque chose où on va déléguer nos tokens à ce qu'on appelle les validateurs. Donc je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail vu que c'est le prochain webinaire, mais en gros l'idée c'est d'avoir des revenus réguliers dans l'unité du token, puisqu'on participe à la vie du réseau, entre guillemets. Et donc ça, c'est sécurisable puisque vous ne faites que signer avec votre clé privée la délégation de vos tokens qui sont sur le réseau en général. Donc, ce qu'on va chercher à protéger, c'est toujours la clé privée dans ce cas-là, mais elle n'est pas forcément mise, on va dire, en danger à ce moment-là. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond tout à fait à ma question. Ça répond tout à fait à ma question dans les stratégies, parce que bon, moi aussi, je vais me mettre un petit peu en avant, c'est mon tour. Bon, je fais ma petite minute de pub. Alors, en fait, on a dit tout à l'heure que on avait de la crypto, donc par exemple le Bitcoin, effectivement, il a monté, il peut descendre puis il peut remonter. L'Ethereum, pareil. Donc, imaginons qu'on parle de deux cryptos différentes. Allez, on va parler Cardano et c'est Solana, le Sol, c'est quoi déjà le Sol? C'est la blockchain, comment s'appelle-t-elle? Solana, de mémoire? Je dis pas de bêtises. Ouais. On prend ces deux cryptos et on part du principe que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des très fortes croissances et on veut sécuriser. Si on sécurise, on a dit, par exemple, sur l'USDT et on peut aller même sur l'euro, parce que si on n'est pas, j'ai plus gardé en tête le nom d'un stablecoin en euros. Mais par contre, c'est là où c'est assez intéressant, c'est pendant que je vais passer mon mois ou 1 mois ou 2 mois ou 3 mois en ayant pris mes gains, je peux aller les placer sur un stablecoin que je mets à disposition de sa propre blockchain en quelque sorte. Je ne parle pas avec les termes techniques qu'il faut, mais je vais faire mon staking avec mon stablecoin. Donc, ce qui veut dire que j'ai une hausse, je prends une partie de cette hausse que je mets sur un stablecoin, je place ce stablecoin et lui va me donner des revenus qui vont venir incrémenter mon portefeuille. Et puis quand je pense que c'est le moment, je vais me remettre sur la crypto que j'ai quittée ou me remettre sur une nouvelle crypto. Donc vous voyez, on peut bâtir des stratégies dans lesquelles, même quand on va mettre on va prendre sa plus-value pour la mettre à l'abri de la variation de la crypto, on peut quand même avoir de la performance. C'est ce en quoi c'est vraiment quelque chose de très sollicitant intellectuellement, mais quand on a compris le système, c'est quand même passionnant. Vous n'êtes pas d'accord? Si, 200%. Ouais. Bon, donc une fois qu'on a mis en place ces stratégies, donc on en parlera beaucoup dans le webinaire prochain. Ce qui est intéressant, oui. Alors du coup, il y a quelqu'un qui me dit, Antoine, il faudra que tu viennes pour le suivant. Sur les éléments financiers, est-ce que aujourd'hui, c'est dur, Pierre, de répondre précisément à la question, mais quel est l'élément qui nous permet d'être. On voit quand même que le gouvernement sur la blockchain et la crypto est en train de rétro-pédaler depuis 18 mois quand même. On avait une certaine, il y a 3-4 ans, on était plein d'entrain quand on parlait crypto. On avait à l'AMF un interlocuteur, Franck Guyader, qui était vraiment super pro crypto. Puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on pédale un peu en arrière. Au niveau fiscal, est-ce que vous sentez le législateur à votre écoute ou pas? Comment ça se passe?
Bon, au niveau fiscal, honnêtement, il y a eu, enfin, donc la loi de finances a été une très belle avancée. Ça a été un super travail de 4 crypto-députés, donc 4 députés qui sont pensés sur le sujet, qui sont bitcoiners ou pro-crypto. Et donc, pour le coup, c'était très c'était, je sais pas comment dire, progressiste ou moderne. C'était pertinent pour l'écosystème. Maintenant, la mise en pratique de cette loi, donc la rédaction par la direction de la législation fiscale était quand même un peu approximative et pas du tout, enfin moins adaptée. On va dire que c'est moins des personnes qui ont fait un travail de fond, de rencontrer les acteurs économiques et de comprendre comment ça fonctionne. Et en plus de ça, comme je disais, les services dont on parle, les moyens, les différents revenus là dont on parlait juste avant, ça n'existait même pas il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc aujourd'hui, le régime fiscal, c'est un régime fiscal qui, dans le monde des crypto-monnaies, qui a 2 ans, qui est donc complètement dépassé et en fait qui correspond pas à la situation, on va dire, économique des crypto-monnaies actuelles. Donc, nous, on fait des propositions régulièrement avec donc une association, donc l'ADAN, qui est une association professionnelle. On fait un certain nombre de recommandations. Est-ce qu'on a de la réactivité? À l'heure actuelle, pas beaucoup. Je pense qu'en fait, il faut atteindre un certain palier aussi d'une certaine quantité de personnes, on va dire, concernées. Donc, non, il y a pas encore assez de réactivité. Il y a eu un beau travail qui avait été fait, je pense qu'il faut quand même le souligner, fin 2018, donc pour cette loi. Je m'exprime vraiment purement que sur un cadre fiscal et Oui. la rigueur, je peux aussi étendre au sujet comptable, mais pas du tout sur vraiment la partie, on va dire, réglementation des acteurs. Je réponds pas, je pourrais répondre, mais c'est pas l'objet de mon intervention. Non, je Ma préfère réponse. répondre là-dessus, puisque sur la problème de réglementation, je suis moi qui veux faire du conseil. On m'a interdit d'avoir le statut de PSAN, puisque j'ai une réponse négative incompréhensible de la part de l'AMF, alors que la plupart des PSAN, des PSAN, des prestataires en services d'actifs numériques, eux, veulent pas faire de conseil. Alors que nous, qui voulons faire du conseil là-dessus, quelle place pour la crypto dans votre patrimoine? C'est vraiment du conseil. Eh bien, on nous interdit d'avoir le statut. Alors que quand on veut donner un avis sur un appartement pour dire est-ce qu'il faut le vendre ou pas, il faut qu'on ait la carte d'agent immobilier. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus, je risquerais d'être un peu dur. On va aller gentiment vers la fin de ce webinaire et on va essayer chacun de résumer en quelques points les bonnes pratiques. S'il y a 2-3 bonnes pratiques, 2-3 bons réflexes à avoir. Antoine, qu'est-ce que tu pourrais nous rappeler comme bonnes pratiques que recommande Antoine, bien sûr, mais surtout Ledger par rapport à cette sécurisation voilà, en français compréhensible pour nos amis? Oui, alors, l'une des meilleures pratiques, c'est déjà au moment de l'initialisation du produit, si vous achetez l'un de nos produits ou l'un de nos concurrents, bref, un portefeuille électronique physique, la bonne pratique, c'est déjà de l'initialiser au calme, de manière sérieuse et en suivant bien les indications et en lisant bien tout. Parce que ce que vous serez en train de faire à ce moment-là, c'est de devenir votre propre banque. Et même si les cryptos ont une réputation sulfureuse par rapport aux banques, monter une banque, c'est sérieux comme activité. Et donc là, on l'a vu aussi bien avec Waltio que Ledger, il y a différents aspects aussi bien réglementaires que sécurité qui sont pas à prendre à la légère, surtout quand on met ses économies dessus. Je vais pas faire l'investisseur en patrimoine, mais évidemment, ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre, ça c'est la règle d'or qu'on entend dès les premiers instants où on s'initie aux cryptos. Donc voilà, c'est initialiser vos appareils de manière sérieuse, suivez les indications, ne partagez pas la clé privée, alors ça va être compliqué, mais surtout la clé de 24 mots, quand vous achetez un Ledger par exemple, ne la partagez surtout pas avec quelqu'un d'autre en qui vous n'avez pas confiance, ou en qui même vous avez confiance, mais gardez-la pour vous en fait, sécurisez-la de manière sérieuse encore une fois. C'est très important parce que c'est ce qui vous permettra, si vous perdez l'appareil ou si on vous le vole, ou même si on vous hack, ça vous permettra de récupérer l'ensemble des fonds. D'accord. Bon. Bien. Juste pour information, une clé Ledger, ça vaut combien? Et c'est en une fois ou c'est en plusieurs fois?
Alors, une clé Ledger, on va être dans les 50 €, il me semble, pour le produit Ledger Nano S, qui est le produit de base. Et après, on a le Ledger Nano X, qui est plus puissant, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus d'applications blockchain dessus. Et je regarde tout de suite. On est plutôt aux alentours de 119 € si je ne me trompe pas. Je vérifie juste. Hop. C'est en une fois ou après il y a un abonnement? Non, non, c'est en une fois. Il y a pas de. D'accord. Bon. On On vous ajoute fera ça. passer, chers Ouais. amis qui avaient assisté au webinaire, qui avaient eu du courage, on vous fera passer la promo du jour avec Antoine. On fera un truc. Vous aurez donc un autocollant Ledger, ça sera super. Bon, Pierre, si on doit retenir quelques bonnes, merci Antoine. Si on doit retenir quelques bonnes pratiques, deux, trois bonnes pratiques, Pierre, à avoir pour la fiscalité, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots? Ben, déjà, de façon générale, je pense que c'est un monde qui est assez pertinent, qui est hyper excitant, qui est hyper intrigant. Donc, investir au tout début, enfin, des petites sommes pour pouvoir comprendre, pour moi, ça me paraît une bonne pratique. Après, d'un point de vue plus, on va dire, réglementaire et s'assurer qu'on reste dans les clous, qu'on est, la première chose, c'est évidemment suivre son portefeuille parce que c'est un milieu qui est tellement entrepreneurial qu'on a un peu envie de tout tester et de jouer avec tout ce qui est possible et de tout découvrir. Donc, je pense avoir au moins un suivi minutieux, régulier de son patrimoine. Ça peut paraître absurde hein, comme réflexion, mais dans le monde des crypto-monnaies, ça s'éparpille très, très rapidement. Et donc, je pense que c'est ça. Après, il y a un certain nombre, enfin, ouais, je pense que c'est les deux principales bonnes pratiques, le suivi régulier et commencer rapidement avec des petites sommes pour tester et comprendre un peu le fonctionnement et les particularités et s'adapter aussi au vocabulaire qui est quand même très spécifique. Pierre, rappelle-nous les amendes si on ne déclare pas à minima son compte à l'étranger, petit 1, et petit 2, si jamais on oublie de déclarer ses plus-values Bitcoin, pareil, Bitcoin ou autre. Alors, Hein. ouais. Alors, mais les amendes, je les connais pas par cœur, mais l'idée c'est de 700 à 1500 € par compte, le fait de ne pas informer l'administration fiscale. Donc, pour le coup, c'est dommage et ça prend quelques minutes. Après, les amendes, c'est en fonction d'un certain nombre de paliers et autres. C'est vrai que ça peut aller assez vite, surtout que, en fait, ce qu'ils vous voient, c'est que les plateformes d'échange centralisées identifient les clients et donc partagent ces bases de données de leurs clients en cas de demande. Alors, soit des luttes contre le blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, soit fraude fiscale. Donc, l'information est quand même beaucoup plus traçable que souvent on peut le croire, en tout cas au tout début quand on commence à investir. Ok, oui, oui, tout à fait. Par exemple, n'oubliez pas qu'un compte Revolut ou N26, par exemple, sont des comptes étrangers, mais le compte PayPal aussi. Les gens qui oublieraient qu'un compte PayPal, c'est un compte qui est à l'étranger, font une petite erreur. Petite question, Ledger, c'est un compte à déclarer ou pas, Antoine? Non. Non, bon, Pierre, dis non, il a tellement dit non avec la tête. Non. Petite question, Antoine. Petite question, Antoine. Bon, ben, Ledger, ça s'adapte à toutes les plateformes. Alors, exactement la question. Est-ce qu'on peut se servir de sa clé Ledger avec n'importe quel compte crypto? C'est ça la question, hein. Oui, on peut. Oui, Ah, oui, non. alors, ça dépend ce qu'on entend exactement par compte crypto. C'est-à-dire que je pense pas me tromper si je dis que les nanos sont la solution où le plus de blockchains sont supportés. C'est-à-dire que vous pouvez D'accord. créer un compte pour beaucoup de blockchains dessus, vraiment beaucoup. Donc là-dessus, oui, vous pouvez déjà avoir un portefeuille. Donc, tu veux dire que tu as un compte par blockchain, c'est-à-dire que tu as un compte en Bitcoin, un compte, enfin une clé, donc en fait, bien compris, c'est la clé privée. Tu as une clé Ouais. privée en Bitcoin, une clé privée en Ethereum et une clé privée en. C'est ça? Alors, c'est une bonne question. En fait, je crois que tu vas avoir juste une clé privée sur ton anneau et ensuite tu as des comptes qui sont rattachés à la même clé privée. D'accord, ok. Bon.
J'aurai des questions, je vous mettrai en contact avec un de nos partenaires, une personne qui assiste, qui a des questions assistantes sur Coin House. Voilà, donc, mais qui concerne plus des questions directes. Donc, je pense que c'est plus toi, Antoine, que ça concernera. Donc, je te mettrai en contact avec lui. Donc, ne t'inquiète pas, Jean, on te donnera les bonnes réponses. Tu auras les bonnes réponses à tes questions qui sont de plus en plus particulières. Donc voilà, je pense qu'il faut à ce moment-là que je puisse mettre en relation avec Antoine. Et puis voilà. Alors, messieurs, écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir été présents. Je sais que Pierre enchaîne les webinaires, il en a un à 20h, donc on va le laisser aller se dégourdir les jambes et les oreilles avant d'enchaîner le webinaire suivant. Donc, je vous remercie beaucoup. Je te remercie aussi, Antoine. Vous pourrez bien sûr assister au prochain webinaire si vous voulez. En tout cas, Antoine, on veut bien que tu viennes éclairer. On va parler un petit peu de finances décentralisées, de toutes ces nouveautés. Donc, vous êtes bien sûr invité à ce webinaire qui sera peut-être un tout petit peu plus long parce qu'on va essayer de parler de pool, de liquidité. On va essayer de parler de staking, de lending et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver? La seule chose dont on ne parlera vraiment pas, c'est sur l'effet de levier qui, pour nous, sont des choses à proscrire, surtout pour des débutants. C'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis en utilisant des effets de levier. Déjà qu'on ne le fait pas sur les marchés normaux, donc ça, je vous déconseille à tous de le faire. Merci une dernière fois, Antoine. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous tous qui avez été présents à ce webinaire. Eh bien, écoutez, je dois quand même remarquer que tous ceux qui étaient là au début sont encore là à la fin. Donc, messieurs, vous avez été particulièrement éclairants. Et puis aussi, bravo à tous ceux qui le verront en webcast. Nous sommes à votre disposition, tous les trois, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous demander les coordonnées de Pierre et d'Antoine. À très bientôt sur nos webinaires Montagne Conseil. Au revoir à tous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.